Chers auditeurs, bonjour, ici Youn Rollin pour vous présenter ce podcast dans lequel on parle sport, voyage, études et même développement personnel. Pour l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'accueillir Alexandre Fleury, entrepreneur originaire du sud de la Gironde, qui a créé sa marque de contenants isothermes en 2020. Salut Alexandre, comment vas-tu ? Bonjour Youn, bonjour à tous, ça va très bien. Alors, déjà ravi de t'accueillir. Pareil. Donc, pour expliquer un peu comment on se connaît, c'était quand j'ai lancé mon projet de tour d'Europe en train. C'est ça. J'avais vu un article dans le journal Le Républicain dans le sud Gironde et tu m'avais contacté pour justement m'offrir des contenants isothermes pour mon voyage, qui m'avaient d'ailleurs bien servi, qui m'ont ensuite servi quand j'ai commencé l'université à La Rochelle. Ça m'a bien servi en amphi à 8h comme je te le disais. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et puis voilà, maintenant t'es sur le podcast. T'es le premier entrepreneur qui vient sur mon podcast. Merci, c'est un plaisir. Plaisir partagé. Pour commencer, est-ce que tu peux du coup te présenter un peu plus en détail, parler de ton parcours et de ton entreprise ? Ok, tu veux qu'on remonte jusqu'où sur le parcours ? Comme tu le sens, vraiment, peut-être les études que t'as faites, okay. Et pourquoi tu es allé vers le monde de l'entrepreneuriat ? Ça marche. Donc Alexandre Fleury, j'ai 33 ans. Alors je suis pas originaire du sud Gironde, je suis désolé. Je suis picard à la base. Ok. Mais on est descendu par ici quand j'avais 15 ans. C'est pour ça que je disais originaire. Je me doutais qu'il allait avoir quelque chose derrière, mais bon. Ouais. Alors pour mes études, en fait, j'ai commencé sur de la vente. J'ai fait quasi que de la vente. Donc du BEP vente. Après le bac STG marketing, okay. DUT Tech Deco. Ok. Où ça ? À Laon, dans l'Aisne. Ok. Pour le BEP à La Réole. Okay. Pour le bac à Agen. Ok, donc entre la Gironde et le Lot-et-Garonne. Ouais, j'ai bien aimé bouger. Je vois ça. Mais en fait, ça aurait pu pas se faire du tout, ça aurait pu tourner tout autrement. Parce que quand je postule pour le BEP vente, pas de bol, je suis 52e sur la liste d'attente. Ouais. Normalement, 52e, tu te dis bon, c'est mort, faut que je trouve autre chose. Donc à ce moment-là, j'essaie de regarder ce qui peut me plaire. Et je me dis bon bah tant pis, on s'en fout, on va partir sur toute autre chose. Et je postule à un BEP maritime. Ok. Donc pêche en mer. Ah oui, ok, totalement différent quoi. Ouais. En gros, si vous voulez pas me prendre, et tant pis, je vais faire autre chose, peu importe. Ok, génial. Et en fait, c'est 2 jours avant la rentrée où il m'appelle en me disant finalement, il y a de la place. Il y a 52 personnes qui sont désistées. Ah ouais. C'est génial. Et donc, c'est aussi pour dire que des fois, il faut de la chance dans ton parcours en fait. Ouais, la chance fait partie quand même un peu du jeu, quoi. Ouais. On dit qu'il faut bosser fort, c'est vrai, mais il faut aussi un minimum de chance. Ouais, il y a un pourcentage de travail, bien évidemment, mais la chance c'est pas à négliger, non, quoi. Clairement pas. Ok. Clairement pas. Après, je suis parti donc travailler comme commercial itinérant. Ok, c'est quoi exactement ça ? En fait, un secteur donné. Sur mon premier job, j'avais tout le tiers nord de la France, donc du Havre en passant par Paris jusque dans la Meuse. Ok, un beau secteur. Plus la Belgique. Ah oui, ok. Oui, très beau secteur. Donc en fait, j'étais jamais chez moi, tout le temps sur la route, au resto, dans les hôtels, chez les clients. Ouais, tu bougeais pas mal. Ouais. J'étais chez moi que le week-end. Ah oui, ok. Donc hyper formateur, hyper bien pour l'autonomie, pour la liberté. Bien sûr. Et en fait, je faisais ce que j'aimais, quoi. J'étais au contact des clients, c'était top. Mais au bout d'un moment, j'en ai un peu marre de jamais être chez moi. Donc je me trouve un autre poste, toujours commercial itinérant, dans le même domaine, mais sur un plus petit secteur. Ok. Je pars à Charleville-Mézières. Ok. Ouais. Et là, toujours dans les industries, toujours sympa, mais 3 ans après, ma famille me manque. Ouais. Donc je trouve un autre poste et je redescends en Gironde, toujours même métier. Ok. Ça le fait pas, c'est pas les bonnes méthodes.
je change encore de poste. Ok, sacré parcours. Ouais, non, ça, franchement, c'était pas l'aspect commercial qui était le bon pour moi. Ouais, Pour moi, tu dois pas forcément vendre à tout prix n'importe quoi à n'importe qui. Tu dois proposer le bon produit au bon client et au bon moment. ah, c'est intéressant ça. En fait, je sais pas si ça te parle les 4 P. Non, Les 4 P, c'est le bon produit, le bon prix, le bon moment et la bonne plateforme en fait. Le Ok. bon lieu de vente, on va dire. ok, intéressant. C'est un peu préférer la qualité à la quantité. C'est ça. En fait, pour moi, tu vends pas, c'est le client qui achète. Tu fais que le guider. Ah ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Et c'était drastiquement l'opposé dans cette boîte-là. Ok, Donc j'en change. Et là, tout se passe bien au début, sauf que je tombe malade. ok, Je me tape 15 jours d'hôpital. Je frôle l'ablation d'une partie de l'intestin. ah oui, quand même. Ouais. Et à mon retour, on me dit c'est sympa, mais vous pouvez rentrer chez vous, quoi. Ah oui, ok, sympa l'entreprise. Ouais. Donc c'est un des trucs qui m'a fait me dire aussi on va partir sur autre chose. Hein. À ce moment-là, je réfléchis pas forcément à ce que je veux faire. Je me dis pas dans quelle boîte je vais bosser ou quoi que ce soit, quel poste, quel secteur. Comme je reviens de maladie, tout ce que je me demande, c'est qu'est-ce que je vais manger, par exemple, quand je serai de retour sur la route. Puisque du coup, j'ai un nouveau régime alimentaire à suivre. En discutant avec des amis, je me souviens d'une petite canette en fait, de café qu'on faisait réchauffer instantanément. En fait, tu craquais au cul de la canette et ça faisait réchauffer le café en 3 minutes. Ok. J'utilisais ça quand je bossais en intérim l'été dans une usine. Et je m'étais toujours dit que c'était sympa et que ça pourrait servir à autre chose en fait, que c'était Bien sûr. hyper sous-estimé comme procédé. Et donc en délirant avec des amis, je me dis si on s'en servait pour réchauffer, manger n'importe où, des fondus, des raclettes, franchement ce serait top de se faire livrer une raclette. Le gars il arrive en bas de chez toi, tu craques le truc, Ouais. ta raclette ou ta fondue elle est bien. Et finalement ça part d'un délire et je commence à me dire le procédé est bien, mais faudrait en fait l'idéal ce serait d'avoir une boîte à lunch dans laquelle tu puisses conserver ton repas froid et avec ce procédé que tu puisses réchauffer ton plat n'importe où. Ok, intéressant. N'hésite pas à parler plus fort. Ok. Et donc c'est à partir de là que j'ai commencé à, en fait sans me dire je vais devenir entrepreneur ou quoi que ce soit, à travailler sur Esurio. Ok, oui, donc Esurio qui est le nom de ta marque qu'on n'a pas cité avant. C'est ça. Donc Esurio qui veut dire j'ai faim en latin. Ok, intéressant. Ouais. Et ça, justement, et là, ce nom, ça t'est venu comme ça ou t'as beaucoup travaillé? Je sais que le nom, ou même les titres en général, c'est un truc qui est pas forcément facile à trouver. Toi, tu l'as trouvé assez rapidement ou non, ça a été Pas du tout. C'est vrai que chemin c'est de longue une haleine. galère en fait. C'est une vraie galère. Le nom, le logo, tu sais jamais ce que ça va être. Ouais, si ça va plaire aussi. C'est ça. Et franchement, c'est là où tu galères le plus. Alors j'ai passé des semaines à gratter des feuilles et des feuilles. J'ai un cahier avec tout ce qui concerne Esurio en fait depuis le début. Dès que j'ai commencé, j'ai pris un cahier et de la première à la dernière page, c'est absolument tout sur le développement de la boîte. Ah, c'est génial, ça a gardé ça. Ouais. Quand ça sera une énorme entreprise mondialement connue, ça va valoir cher. Je pense que je vais le brûler avant, histoire que... Mais et du coup là-dedans il y a à peu près 5 pages recto verso de noms, d'idées de logo, de trucs comme ça. Ah oui, ok. Et c'est une galère. Et du coup, t'es arrivé à espacer, enfin ça t'est venu comment, c'est Esurio? Alors tu vas rire, mais en fait c'est juste un matin comme ça, je me réveille, j'ai faim et j'ai un dictionnaire de latin sur ma table de nuit. Ah ouais, tu me l'as Alors raconté, je l'ouvre, je me dis tiens qu'est-ce que ça donne, j'ai faim en latin. Je
tombe sur Ezuriu, je me dis ah ouais c'est pas mal, on va le garder. Ah, c'est génial. Comme quoi en fait on passe des heures à trouver Ouais. des titres ou des noms et en fait tu te lèves un matin, tu te dis ok je vais regarder ce que ça veut dire et ça devient le titre. Enfin c'est vraiment en vrai c'est simple mais alors qu'on passe des heures à écrire pour trouver le truc parfait et en fait ça vient comme ça aussi. Des fois faut peut-être attendre un petit peu et ça Mais vient à nous. C'est exactement ça. En C'est fait, dingue. ton cerveau, il marche un peu comme un ordinateur. Si tu le fais travailler sur un truc, il va un peu galérer, tu vas toujours vouloir des modifs, des trucs comme ça. Alors qu'en fait, si tu le gardes de côté, en veille, que tu vas marcher, que tu prends une douche, que tu fais du sport, c'est à ce moment-là où il va bosser le mieux et où tu vas Ah, c'est intéressant. avoir tes idées en fait. Sinon, tu as toujours la tête dans le guidon et t'avances pas bien. Ok. Et ensuite, donc sur ton logo, si je ne me trompe pas, il y a un astronaute. C'est ça. C'est ça. Et bah justement, comment ça t'est venu, cet aspect astronaute. Et ouais, le logo, comment ça s'est passé? Alors, le logo, donc c'est un astronaute en train de manger sur la Lune. Et là, pareil, j'ai 4-5 pages d'idées de logo dans le cahier, mais où rien ne me plaît. Je voulais quelque chose qui parle à ma cible, qui est du coup les salariés itinérants Ouais, ça c'est important de préciser ça. en premier lieu. Après, on a évidemment les sportifs outdoor et les étudiants. Ouais. C'est vraiment les trois segments clés qui ont ce besoin de repas chauds un peu n'importe où en fait. Et n'importe quand. Ouais, c'est ce que tu me disais, c'est avoir vraiment son plat quand on veut et que ce soit chaud en fait. C'est ça. Ok, intéressant. Donc, en fait, je me disais, il faut que je me rapproche de ça. Et je cherchais quelque chose qui puisse le faire. Je suis parti sur plein d'idées. Celle qui retenait mon attention au début, c'est un oiseau, en fait, Ok. qui a un peu le même système que l'homme. Ça, je l'ai découvert du coup, en faisant les recherches. Qui vit un peu comme un homme. La plupart du temps dans la journée, il travaille pour chercher à manger. Je me disais, ok, ça colle, c'est pas mal, mais j'étais pas totalement convaincu. Et en regardant, en cherchant, je me suis dit, ok, mais le salarié itinérant à son paroxysme, qu'est-ce que c'est? Pour moi, c'est l'astronaute. Il me fallait aussi un univers de marque qui me permettait justement de me démarquer, qui me permettait d'avoir quelque chose de reconnaissable tout de suite. Ouais. Et surtout qui me permettait de m'éclater dans la com. Ok. De pouvoir vraiment créer une marque générale un peu. Ezuriu, je l'ai pensé comme un peu comme une marque de sport, comme une équipe, Ok. tu vois, comme un club. En me disant, ça c'est mon produit phare, comme pour un club de foot, ça va être l'activité sur le stade. Ouais. Et à côté, tu peux développer toute une gamme, tout un tas de choses. Je vois. Et surtout, ça crée de la cohésion autour. Ouais. Alors ça, c'est les premiers trucs que j'ai fait Ok. parce que il fallait que autour de moi, on puisse comprendre ce que je faisais assez rapidement. Ouais. On m'a vite posé la question, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu vas faire Et à ce moment-là, quand tu crées ton entreprise, justement, t'as encore un métier à côté? Non. Ok, donc tu t'es consacré vraiment pendant un moment à 100% sur cette création d'entreprise. C'est ça. En fait, je revenais donc justement de cette maladie. Ouais. J'ai profité de ce temps, du coup, que ma charmante entreprise m'a laissé. Si gentil. Pour développer Ezuriu, mais sans me dire en fait je vais entreprendre, je vais créer ma boîte machin. Au début je voulais vraiment créer ce produit pour moi parce que j'en avais besoin. Ouais, c'est ça que c'est. Ok. C'est ça. Et pour justement montrer à mes proches ce que je faisais pour qu'ils comprennent, il me fallait un nom, une marque, un logo, un prototype. Donc je commençais à découper des cartons, à dessiner, à coller, à graffer, à scotcher pour avoir une espèce de boîte à montrer. Ça, je les ai toujours aussi. D'ailleurs, ça m'a permis de commencer une collection de boîtes à lunch. Ah ouais. Toutes les étapes. Ouais, c'est ça. Et c'est vraiment ça, en fait, qui permettait aux gens de comprendre ce que j'essayais de faire. Ok. Avant ça, ils n'arrêtaient pas de me dire
qu'est-ce que tu vas faire, est-ce que tu cherches un boulot, Ouais, s'inquiéter peut-être un petit peu. C'est ça. Mais parce que les gens comprennent pas ce que tu fais tant que t'as rien à leur montrer. C'est ça, ouais, parce qu'ils te voient pas, mais toi, en vrai, quand t'es chez toi, tu travailles à fond dessus, c'est vrai que t'en parles pas forcément. On me voyait pas de la journée, j'étais avec mes trucs à découper, à dessiner, à faire des recherches, à passer des coups de fil, à faire énormément de choses, sans vraiment, comme je te le dis, me dire que j'étais en train d'entreprendre. C'est vraiment quand j'ai eu ce premier prototype de boîte, et où j'ai commencé à dire aux gens autour de moi, voilà ce que je fais, voilà ce que j'essaie de faire et voilà ce que je veux faire. Ok, intéressant. C'est là où j'ai compris que j'étais en train d'entreprendre et qu'il fallait que je crée la marque, que je dépose le logo. Je les avais, mais il fallait les déposer. Ok, ça s'est passé comment cette transition un peu entre la période où tu réfléchis au projet et tu commences à te dire que ça se concrétise, à la période où ça se concrétise et là où tu déposes ton logo, tu déposes ta marque. Comment ça se passe cette transition? C'est rapide et long à la fois. Ok. Déjà parce que le moment où tu reçois enfin le papier comme quoi ta marque a été acceptée, t'as un petit peu de temps. Et puis je bossais avec un graphiste aussi, il fallait qu'il me fasse tous les retours pour que j'ai le logo tel que je le voulais. Mais surtout en fait ça concrétise un vrai projet. Et c'est là où tu te dis ça y est, je suis entrepreneur. L'entreprise en elle-même n'est pas créée, mais tu as créé la marque. L'entreprise, je la crée plus tard. Peut-être 6 mois après. Ok, ouais, mais c'est un début. Ouais, c'est ça. Depuis tout petit, je crée des trucs un petit peu. Que ce soit des trucs à la con avec des bouteilles en plastique, avec des bouts de ficelle, du scotch. C'est créatif. Ouais, mais toujours sur... il me faut une matière, il me faut un truc. Et ça, c'était pareil dans la vente. Si j'avais pas un produit physique... un logiciel ou un truc, c'est pas pour moi. Okay. Il me fallait vraiment un truc physique. J'ai travaillé le bois, je te dis, avec des bouteilles en plastique, avec plein de trucs. Et je notais à chaque fois plein d'idées d'entreprises, de trucs à faire dans des cahiers. Okay. Donc c'est toujours resté. Je me suis formé aussi un peu là-dessus au fur et à mesure via des MOOC. Je sais pas si ça te parle, MOOC. En fait, c'est des cours en ligne. La plupart du temps qui sont faites par des grandes écoles auxquelles on n'aurait pas forcément accès. Ok, d'accord. Que ce soit HEC, l'EM Lyon. Ok, ouais, des grandes écoles. Ouais. Et du coup, petit aparté, ça te permet de les mettre aussi sur ton CV. Ok. Et de passer en fait les barrages de logiciels quand ils te demandent certains diplômes ou certains trucs. Ok. Voilà. C'est gratuit, tu peux... Ah ouais? Ouais. Okay. Tu tapes MOOC sur internet, tu vas voir, tu as plein de domaines différents. Ok, intéressant. Et moi j'en ai fait 3. Donc sur l'évaluation financière de l'entreprise, sur la gestion de projet et sur l'effectuation. Okay. L'effectuation, c'est justement en fait une manière d'entreprendre. Et c'est ce qui m'a aidé justement à me lancer, à concrétiser un peu tout ça. Ça part de 5 principes. Il y en a notamment un, c'est de faire avec ce qu'on a. On voit beaucoup qu'il y a des levées de fonds en ce moment. En fait, c'est du crédit. Donc du coup, tu fais pas du tout avec ce que tu as à ce moment-là. C'est des choses que tu vas devoir rembourser après. Donc sur l'effectuation, tu vas voir après, une fois passé ces 6 mois, donc quand je crée l'entreprise, c'est aussi parce que je fais avec ce que j'ai en fait. Okay. Je suis sélectionné pour faire French Tech Tremplin Prépa, donc qui est un concours national mais réparti en régions. En fait, tu as plusieurs promos dans chaque région, enfin, une promo par région. Et c'est ce qui t'aide à bien structurer ton projet, à valider un peu tout ce que tu as validé, que ce soit ton business plan. Enfin, l'idée, c'est qu'à la fin de ces 3 mois, tu repartes avec ton business plan et ton prévisionnel. Ok, comment t'es sélectionné pour ça? C'est toi qui candidates? Ouais, alors c'est grâce au chargé de développement économique du CDC, donc de la communauté de communes.
je vais le voir, lui parler de mon projet, en fait. Puisque j'arrive à un moment où j'ai déposé le logo, j'ai mon proto, je sais à peu près ce que je veux faire, mais je suis un peu coincé. Ah ouais. Donc je prends rendez-vous avec lui, je lui explique tout. Et il me dit ça tombe bien, hier j'ai reçu la doc comme quoi il y a le concours French Tech Tremplin. Et à Bordeaux. Ouais. Ok. Faut candidater, c'est maintenant. Ah ouais, ça tombe bien en fait. Ouais, c'est ça. Donc encore une fois un peu de chance. Parce que si je vais le voir la veille, je le sais pas. Ouais, bien sûr. Donc je candidate et je suis reçu. Okay. On est une vingtaine. Et le but justement de ce concours, c'est de donner toutes les chances à ceux qui sont un peu éloignés de l'entrepreneuriat. Ok. Que ce soit parce que tu habites à la campagne, que ce soit par manque de ressources, qu'il y a plein de critères. Et donc au bout de ces 3 mois, j'ai fait aussi mes premiers devis. Okay. Et je me rends compte que j'ai pas les moyens de faire cette boîte. Donc pour faire avec ce que j'ai, je me dis ok, j'ai sélectionné une gamme de contenants isothermes que je veux en complément de ma boîte à lunch. Donc les gourdes, les mugs, les gobelets, etc. Et je me dis ok, je me lance là-dessus. Ça va me permettre de faire connaître l'entreprise, ça va me permettre de faire quelques ventes, de commencer à faire un peu de réseau, de voir comment les gens sont réceptifs, de parler un peu de cette boîte à lunch. Et donc au mois de décembre, je me lance comme ça. Après ça, je commence à faire quelques ventes. Il y a 2-3 articles dans la presse. Et on peut candidater cette fois au concours French Tech Tremplin Incubation. Sur Incubation, tu as une bourse en plus. Tu as une bourse et un bureau. Et une bourse qui avoisine à peu près les combien pour ceux qui... Alors nous, à l'époque, c'était 42 000 euros. Ah oui. Ce qui est pas mal quand même. En fait, 30 plus 12. Les 30, c'est pour toi, bosser sur ton projet, sur l'innovation. Tu n'as pas le droit de les mettre sur la commercialisation ni sur la communication. Okay. Mais c'est pour toi. Tu as 30 000 euros pour bosser sur ton projet, pour faire que ça devienne réel. De l'autre côté, tu as ces 12 000 euros qui sont pour l'incubateur en fait. Donc, tu es sélectionné par un incubateur. Enfin, vous matchez un petit peu. En fait, tu dis je veux être dans tel incubateur et s'il lui dit oui, je veux prendre ce candidat-là, ça match et puis go. Ok. Donc, moi j'étais au campement à Bordeaux. Au quoi ? Au campement. Ok. Ça collait parfaitement au projet en plus. Oui, ok. Et donc tu y passes un an. Un an où tu es accompagné par des experts de tous les domaines. Et ça te permet de booster ton projet. Tu fais des points régulièrement. Tu fixes si tu veux que ce soit toutes les semaines, toutes les 2 semaines, tous les mois. Et à chaque fois, ça te permet de soulever de nouvelles questions et de voir comment tu peux avancer. Ok. Quand justement tu as une question, ils font appel à un expert de leur réseau pour t'aider sur cette question. Ok. Moi les 30 000 je les ai mis du coup sur les moules de la boîte à lunch. Sauf que ça a traîné. En fait quand tu veux innover, tu te rends compte que c'est pas toujours faisable de faire ce que tu veux faire. Ouais. Ma boîte isotherme, je la voulais carrée. Ok. Et c'est pas possible. Et pourquoi ? Parce que tu dois faire en sorte qu'il y ait le moins de soudure possible. Mais comme ils utilisent du tuyau inox et de la feuille, si tu veux faire un truc carré, il faut des soudures. Donc pas d'isothermie maximale. Premier coup dur. Et le second, c'est que en fait tout ça on sait pas le faire en Europe. Ok. Et du coup, donc j'ai passé 2 ans à remuer le territoire, à remuer toute l'Europe, pour qu'au final, il n'y ait rien. C'est dingue. Ouais, c'est pas possible. T'as aucune gourde isotherme, par exemple, qui est fabriquée sur le sol européen. Ah ouais ? Ouais. Et ça, c'est un des objectifs des Urios, c'est de pouvoir être les premiers à produire un contenant isotherme sur le sol français et européen. Ça m'a pris un temps fou.
Tout ça pour qu'à chaque fois on me dise non, c'est pas possible. T'as voyagé dans d'autres pays pour essayer de... Beaucoup par téléphone plutôt. Okay, ouais, oui, c'est vrai qu'après c'est du temps de voyager. Ouais. C'est du temps, c'est des fonds. Tu commences à échanger par mail, par téléphone. Tu fais des déplacements surtout en France ou en Espagne parce que c'est à côté. Ouais. Mais si tu dois traverser l'Europe... Oui, pour qu'on te dise non en plus. Ouais. Alors par chance, comme j'étais un peu justement commercial dans l'industrie qui est beaucoup de métallurgie, surtout dans les Ardennes, j'ai pu activer mes contacts qui eux aussi m'en ont donné, etc. Ok. Mais au final tu te rends compte que c'est pas possible. Donc ça fait un coup dur de plus. Et les Chinois, sortir de la boîte ronde, ils avaient du mal. Donc pareil, j'ai écumé un peu tous les fabricants possibles. Pendant ce temps, à côté, je suis sélectionné pour faire un autre pitch, on va dire. Ouais. Okay. En fait, il faut essayer d'être partout, d'être le plus visible possible. Donc là, c'était le leadership programme de Diversity Days. En fait, tu passes un mois et demi à faire des ateliers sur l'entrepreneuriat, sur toutes les phases un peu des projets. Et pour finir le jour J par un pitch, nous c'était sur la scène du théâtre Femina. À Bordeaux. Ouais, à Bordeaux, devant 250-300 personnes. J'ai cru que t'allais rajouter un 1000 derrière. Non, c'est déjà pas mal. Oui, le jour où je pitch au Stade de France est pas encore arrivé. On sera là. Mais du coup, pendant ce temps, tu dois continuer à avoir de la visibilité en fait. Ouais, faut pas lâcher en fait. Non, tu peux pas dire juste, je me concentre sur mon produit. Il faut que t'en parles, il faut que les gens voient ce que tu fasses, il faut qu'ils aient Zurio en tête tout le temps en fait. Ouais, du moment où tu réussis à avoir un petit peu de visibilité en fait, faut pas que tu la lâches, il faut que tu continues. C'est ça. Faut que tu ailles chercher le plus de concours possible parce que t'as cette visibilité, t'as le réseau qui va avec, t'as tous les experts, t'as des concours avec un prix en monnaie, et ça t'aide beaucoup. Franchement, t'as énormément de choses, il faut tous les écumer. Ça prend énormément de temps de faire tous les dossiers, mais c'est hyper important. Ouais, ok. Parce que t'as d'énormes retombées derrière. Ok, c'est intéressant. Et ces contacts, du coup, tu te les fais quand t'es sur place principalement, quand tu rencontres d'autres entrepreneurs, c'est là où tu te fais principalement tes contacts? C'est ça. À chaque événement en fait où tu peux aller, il faut y aller. J'avais entendu parler d'un événement un peu privé en fait, où c'est les fondateurs de Papépille. Je sais pas si tu connais. Non. Ils sont passés sur l'émission Qui veut être mon associé. Ils font des petites billes, en fait des biscuits qui te font un peu voyager en fait avec des saveurs d'un peu tous les pays. Ok, génial. Franchement, c'est hyper bien. Et ils faisaient un petit tour de France comme ça où ils rencontraient des entrepreneurs, où ils faisaient des apéros un peu privés. Donc, pareil, je m'inscris en me disant top, ça peut me faire des contacts, etc. Pareil, là, ils sélectionnent quelques entrepreneurs, donc j'ai la chance d'en faire partie. J'y vais hyper bien, ils sont tous hyper sympas, ils donnent d'autres contacts, des conseils puisqu'ils sont plus avancés aussi. À chaque événement où tu peux aller, il faut y aller. Ouais, ok. Faut être partout en fait, partout tout le temps. C'est ça. Il faut presque que les gens en puissent plus de te voir. Ouais, c'est mieux de ce côté-là. Ok. Pareil, pas longtemps après ça, il y a la plage aux entrepreneurs à Arcachon. Ça va bientôt faire 3 ans, là ça va être la 3e année cette année, la 3e édition, où ils organisent Qui veut être mon fournisseur. Ok. Donc pareil, j'ai un petit concours où ils sélectionnent certains entrepreneurs. Donc je candidate, je leur parle de ma boîte, du fait de ne pas trouver de fournisseurs français, de fabricants. Ça colle pile avec ce qu'ils recherchent. Donc pareil, j'ai la chance d'aller pitcher sur la scène pour essayer de trouver un fabricant français en dernier recours.
Mais bon, comme je m'y attendais rien du tout, Ok. il n'y en a pas. Donc le projet parle à tout le monde dit c'est chouette, c'est très bien. Mais Mais pas il de n'y a fabricant. pas de fabricant. Donc finalement j'en trouve un en Chine qui accepte quand même de me faire ma boîte carrée. Ça a été beaucoup d'allers-retours. Il faut pas lâcher à ce En moment-là. Chine? Ouais. Non, pas d'aller-retour physique. Hein. Ah, ok. Elle veut dire que là, oui. Non, sinon ma bourse elle est foutue. Ah ouais, oui. Non, c'est des allers-retours techniques, on va dire, Ok. pour parler du projet. Où à chaque fois on te dit, bah oui, mais ça, comme ça, c'est pas possible. Il faut trouver une solution. Ça a été aussi des moments de pause où on discute plus avec eux parce que ça n'avance pas. Donc où je dois réfléchir à comment faire. Mais je suis pas ingénieur, moi, à la base. Ouais. En fait, si tu veux entreprendre, il faut une abnégation incroyable. Ouais, c'est ce que j'avais. Ouais. Tu peux entreprendre de toutes les manières possibles. T'es pas obligé d'innover, loin de là. Tu peux faire des couverts. Tu peux vouloir fabriquer des couverts. Mais il faut que tu le fasses avec ta manière, en fait, c'est tout. Ouais, mais justement, les périodes comme ça où tu parles plus avec le fabricant, ça se passe comment mentalement en fait? C'est pas parce que tu dis que t'as lancé quand même un projet, t'as une visibilité et t'es engagé, et quand on est, tu dis que les discussions elles sont au point mort, mentalement ça se passe comment? C'est pas trop compliqué? Si, c'est dur à ce moment-là, mais c'est pour ça qu'il te faut une abnégation en fait. Un peu comme dans le sport, si tu veux réussir, il faut t'accrocher, il faut aller au bout. Dès que tu veux innover, c'est ce qu'il faut faire. Donc je cherche beaucoup de solutions. À plusieurs moments, je me dis je vais peut-être arrêter. Ah, t'y as pensé? Ouais, tu y penses Bien forcément. sûr. De temps en temps, il t'arrive de regarder aussi les offres d'emploi en disant ah tiens, ce poste il peut être sympa. Je Ouais. sais pas. Mais c'est là où tu vois la différence en fait. C'est comme à chaque fois. Si tu veux passer la ligne d'arrivée, il faut forcément une d'avancer. Donc finalement je m'accroche. Mais tu le vois autour de moi que je suis moins bien que... Ouais. Et justement, t'es entouré quand ça se passe ça? T'as des gens, ils le voient, ils viennent te voir. Ouais, de toute façon, quand t'en discutes, les gens ils voient que t'es fatigué, que t'en peux plus, ils te posent des questions justement pour voir comment ça va, comment ils pourraient t'aider, mais personne ne peut rien faire quand c'est comme ça en fait. Ah oui, c'est toi en fait. Ouais, c'est ça. Toi, fais Et ça toi-même. à ce moment-là, tu te dis, est-ce qu'il faut que je prenne un peu de vacances? Mais tu te dis, si je mets en stop le projet pendant 15 jours, que je vais me reposer, est-ce que je le reprends après ou pas? Suivant ton état mental, tu le reprends pas forcément. Ouais, c'est des questions qui sont super difficiles en Ouais. fait à se poser. J'en ai vu revenir de vacances en se disant, non, finalement j'arrête. Ok. Moi j'avais Ah cette ouais, peur-là. tu travailles. Ouais. J'avais cette peur-là. Je me dis non, je prends pas de pause. Je m'accroche, je trouve un moyen, je reprends les discussions. Mais on va y arriver. Donc tu es obligé aussi de couper certaines choses en fait, certains aspects de ton projet, un peu de t'asseoir dessus en te disant ça je l'aurais pas tel que je le voulais, etc. Mais sur certaines autres choses, tu t'accroches. Par exemple, je voulais des angles qui soient coupés. Déjà, je voulais absolument ma forme carrée. Ouais. Ça, c'est un des trucs sur Ouais, lesquels je dérogeais pas. Et pour une raison surtout, c'est parce que ça n'existe pas. T'as aucune boîte isotherme carrée au monde. Ah ouais? Pour les raisons que Là, je t'ai te fais citées. confiance, là. Ouais, non mais pour les raisons que je t'ai citées, t'en as Ok. pas. Ah, c'est intéressant ça. Ouais. Et c'est là où je t'ai montré juste avant Ouais. ce qu'était le visuel des boîtes à venir, parce qu'on a réussi. Ok, enfin, parce que donc, Ouais, c'est un des premiers projets que t'as lancé en fait, les boîtes à lunch. Mais c'est la base de C'est l'entreprise ça. en fait. Entre temps, en fait, t'as créé d'autres choses, du coup, pour boire, donc des gourdes isothermes, Ouais, par exemple, des tasses, pour en citer que les deux. Et en fait, la boîte à lunch, c'est elle qui arrive un peu après, C'est ça. et ça fait super longtemps que tu travailles dessus en fait. Fait 5 ans. À 5 ans, et là, t'as une date un petit peu pour. J'aurais voulu
que tout le monde l'ait en main pour Noël. Ok, donc 2024. Ouais. On va essayer. Ça va être dur. Parce qu'on doit d'abord passer par des préventes, en fait, pour les financer. Moi, là, ma bourse, elle finance les moules de production. Une partie des moules de production, puisque forcément, ça coûte plus cher que ce qui était prévu. Mais ça, c'est ma faute. J'avais qu'à pas vouloir innover. C'est leur tranché, ça. Mais si on pouvait le faire en France, ce serait le même prix, de toute façon. Ok, oui. Puisque t'enlèves... en fait, si t'enlèves la part de transport, ça revient quasi au même. Ok. Mais maintenant qu'on sait pas le faire... Ouais, bien sûr. Alors l'objectif, ce sera de le faire en France, mais en interne. Un des objectifs de l'entreprise, depuis qu'on sait qu'on ne peut pas fabriquer sur le sol européen, c'est d'être les premiers. Ouais, c'est un bel objectif. Ouais, mais quand tu entreprends, justement, moi j'entreprends toujours, quoi que je fasse, je veux arriver en tête. Ça, c'est une belle mentalité, ça, à avoir. Ouais, mais parce que je suis hyper ambitieux, parce que je sais ce que je veux, je sais où je veux aller, et tant que j'ai pas cet objectif atteint, j'arrête pas. Ouais, mais c'est essentiel d'être comme ça, dans le monde en général, mais je pense particulièrement dans les mondes comme celui de l'entrepreneuriat, parce que t'es en concurrence en fait, même si tu discutes avec eux, t'es un peu en concurrence quand même avec plein d'autres entreprises peut-être. Alors ça, c'est justement une question que je me pose en ce moment en fait. Ok. À savoir comment je vois la concurrence. Ouais, c'est une bonne question parce que savoir, c'est compliqué en fait comme question la concurrence. Ouais. Avant, quand j'étais commercial, la concurrence, je la voyais comme quelqu'un qui était là, mais qui prenait un peu ma place. Et encore, sur certains produits, je savais qu'ils pouvaient être meilleurs que moi, et là, je voyais le bien du client. Okay. Donc, je me dis, même aux clients, je leur disais, sur ce produit-là, ils seront meilleurs que moi, allez chez eux, c'est pas un souci. Ok. C'est... En fait, aujourd'hui, je me dis qu'on peut travailler avec nos concurrents. On peut pas... C'est pas juste... je dois les annihiler. Ouais. Ça, je pense que c'était bien au début, mais c'est plus comme ça aujourd'hui. Quand t'es commercial, il se peut que t'aies 2 produits identiques sur un marché face à un client. Si tu prends par exemple des vis, l'autre il va avoir la même vis que toi. Et ça, la différence, c'est toi qui vas la faire. C'est le commercial. Ça va être la seule différence entre les deux. Tu peux avoir le prix à peu près égal, la même qualité de produit ou quoi que ce soit. La seule différence, c'est la relation que tu vas mettre avec ton client. Si tu t'intéresses à lui, en fait, le commerce, c'est juste une relation humaine. C'est des discussions. On a tendance à dire le commercial, il parle beaucoup. Alors là, je parle beaucoup parce que c'est un podcast et que tu m'interroges. Mais c'est vrai que moi, c'est pas du tout un milieu que je maîtrise, donc je veux pas forcément participer. Mais en soi, c'est l'inverse. Le commercial, il va juste poser des questions pour guider son client. Et je fais la même chose avec Esurio, en fait. C'est juste un cran à une autre échelle. Intéressant. Et du coup, pour revenir sur la boîte à lunch, là maintenant, donc l'objectif, on disait qu'on y était, c'était Noël 2024. On espère. On doit faire les préventes avant, c'est ce que je te disais. Tu disais les préventes. Donc Noël ou peut-être un petit peu après. Ouais, on est en train de préparer les préventes. Donc l'objectif, c'est de les faire au mois de septembre. Ça va durer 5 semaines. Ok. 5 semaines intenses. Si ça marche pas, on peut pas financer les boîtes à lunch. Ah oui. C'est assez décisif. C'est 5 semaines. C'est 5 semaines importantes, dans les plus importantes peut-être sur les 5 dernières années en fait, parce que c'est la concrétisation du projet de base. C'est ça. Moi, je l'aurai ma boîte. Ah, oui. Parce que j'aurai mes échantillons, j'aurai mes prototypes. Mais le but, c'est que je sois pas le seul à l'avoir. Parce qu'on n'a pas créé que cette boîte en fait. On n'est pas rentré dans le détail, mais l'idée avec cette boîte à lunch, c'est une boîte isotherme. Donc aujourd'hui, tu fais tout l'inverse de ce que tu fais aujourd'hui en fait.
Aujourd'hui, tu as ta boîte à lunch, tu prends ton plat dans le frigo, tu le fais réchauffer au micro-ondes. Ce que je fais tous les midis. Hein. Voilà. Et puis tu le mets dans ta boîte isotherme. Donc ça va le conserver à peu près chaud. Ouais. Sauf que déjà, tu le sais aussi bien que moi, les 5 minutes devant le micro-ondes le matin, c'est les plus longues de la journée. Ah ouais, moi j'arrête à 1 minute 30. Hein. Voilà. Et ça te change un peu la matière de ton plat, Ouais. ça te change le goût, Bien la sûr. texture. Et la qualité des fois aussi. La qualité aussi, sans compter que la température commence à baisser et tu as des bactéries qui peuvent commencer à apparaître entre 4 et 60 degrés, je crois, ou 40. Ok. Donc en fait, tout ça, c'est pas l'idéal. Alors que nous, ce qu'on fait, c'est tout à fait l'inverse. Tu sors ton plat du frigo, tu le mets dans ta boîte isotherme, comme s'il restait au frigo jusqu'à midi. Le midi, tu t'es trouvé un coin tranquille avec une vue sympa, c'est quand même bien mieux. Et on a créé un casar. Un casar, en fait, c'est justement ce système de chauffe. Dont on parlait au début. C'est ça. Dont on s'est inspiré de la canette de café, en fait. Que tu viens craquer, que tu mets au fond de ta boîte, que tu refermes. Et en fait, en 10 minutes, le temps de manger ton entrée, ton plat va être chaud. Ça ne devra pas détériorer ton plat ou quelque chose, puisque c'est en dessous, la chaleur vient d'en dessous, mais comme la boîte est isotherme, ça vient enrober ton plat. Ok. C'est un peu comme un four, si tu veux. Et après, ce casar, l'idée c'est qu'on ne le jette pas, c'est que nous on puisse le récupérer, puisque la matière première fonctionne par cycle. Donc on pourra, en le retraitant, en fabriquer d'autres pour les redistribuer après. Oh, c'est génial ça. Merci. J'ai hâte de pouvoir en avoir une. J'espère aussi, au début de 2024, au début 2025, avant de partir à l'étranger. Comme ça, je pourrais m'en procurer une pour partir étudier à l'étranger et voyager. Mais tu sais qu'on a reçu des demandes jusqu'en Australie. C'est vrai ? Ouais. Ah, c'est fou ça. Suite à un article qui était paru, je crois, sur le Républicain justement. Ah, le Républicain en international. Ouais. Hein. Donc des gens qui avaient de la famille en France et qui vivaient en Australie, qui se sont fait partager l'article et ils m'ont contacté directement pour savoir s'ils pouvaient l'avoir en Australie. Ah, c'est génial ça. Ouais. Donc ouais. Ah, Australie, ça commence à faire. Hein. Ouais. Et ok. Et là, pour revenir sur le monde de l'entrepreneuriat en général, quel conseil toi tu donnerais à un jeune ou même à quelqu'un de moins jeune qui veut se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat, et même quelqu'un comme toi qui n'était pas forcément destiné à ce monde-là, toi tu avais commencé dans le commerce, quel conseil tu donnerais justement? Alors il y en a plusieurs. Je pense que l'entrepreneuriat c'est un état d'esprit à la base. Je l'entends souvent celle-là, c'est intéressant. Quand tu es à l'école, on nous forme sur un même moule. Mais tu vois qu'il y en a qui pensent différemment. Tu vois qu'il y en a qui vont pas, par exemple en maths, suivre la méthode qu'on te donne. Qui vont trouver leur propre méthode. Ces gens-là ont plus de chances d'entreprendre. C'est ces gens qui pensent différemment qui vont innover en fait. Tu le vois aussi dans la façon de parler des gens. T'as un exemple hyper flagrant. T'as les personnes, tu vas leur proposer un truc, une soirée, même pour un projet entrepreneurial, tu vas leur proposer de s'associer ou quoi que ce soit. Et là, t'as deux types de personnes. Tu vas avoir les personnes qui disent « et » ou les personnes qui disent « mais ». Les personnes qui disent « et », c'est celles-là qui vont entreprendre. Celles qui disent « mais », c'est celles qui se cherchent un peu des excuses en fait, qui voient plutôt le côté négatif. Mais ça va nous prendre combien de temps, mais on va pas y arriver, mais c'est trop cher, mais ceci. On revient où il faut faire avec ce que l'on a. C'est ça. Et du coup, ça par contre c'est quelque chose que tu peux changer. Une fois que tu t'en rends compte, au lieu de dire mais dans une conversation, maintenant que je te l'ai dit, tu vas y faire gaffe. Ah ouais. Tu le verras au fur et à mesure. Tu vas y faire gaffe dans des conversations. Tu vas te dire, tiens, là j'ai dit mais. Tu vas te dire, qu'est-ce qui se passe si je dis et à la place? Qu'est-ce que je dis du coup?
Ça, c'est un système mental. intéressant. C'est un système mental où tu vois la différence en fait entre les personnes. Et Ok. c'est ce qu'un de mes formateurs m'a dit un jour. En fait, c'est quasi la même chose. Il m'a dit, il y a des personnes qui se cherchent des excuses et d'autres qui trouvent des solutions. Qui cherchent des solutions, mais qui Oui, vont oui. les trouver forcément. C'est là où tu vois la différence. Ouais, c'est très mental en fait. Ouais. Il y a un C'est aspect mental qui est vraiment important dans le monde de l'entrepreneuriat. C'est ça. Mais c'est vraiment un état d'esprit différent. Sinon, tu te lances pas parce que t'es pas, en fait, t'es dans le moule dans lequel on t'a mis. Et ouais, tu dois sortir de ce moule-là en fait pour te faire ta place dans ce monde. C'est ça. Mais tu le vois vite. Moi, quand j'étais sur le terrain, en tant que commercial, je voyais que, en fait, il fallait que j'aille plus haut. Quand tu remontes une info, qu'on te donne un ordre contraire, que tu le comprends pas, que tu dis mais c'est contraire à l'info que je vous ai donnée en fait. Si les gars au-dessus ils écoutent pas ceux qui sont sur le terrain, tu vois que ça marche pas. Et c'est là où tu te dis ok, je suis peut-être fait pour être plus haut. Très intéressant ça. C'est très philosophique, on touche au développement personnel en fait. Mais ouais. Mais c'est ce que C'est je un te aspect disais qui est aussi, important. c'est un sport l'entrepreneuriat. Ok, donc ouais, les conseils c'est de s'affirmer, d'essayer de sortir un peu de la norme et ne pas hésiter si on pense quelque chose, à y aller quoi, Ouais. foncer. Donc, et tu auras un autre conseil ou c'est peut-être sur des petits détails, toi peut-être il y a des erreurs peut-être que tu as faites et des choses que tu aurais aimé connaître sûrement avant de te lancer dans ce monde. Ouais, quoi qu'il en soit, tu n'auras rien qui va te former à ce que tu vas avoir. Mais que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans un autre métier. Tout ce que tu vas avoir sur le terrain, tu verras que c'est différent de tout ce qu'on t'a appris. Il n'y a que l'expérience qui va primer. C'est aussi pour ça que je les conseille à certains, la fac ou des trucs comme ça. C'est très généraliste en fait. C'est de la culture, c'est des trucs que tu peux apprendre par toi-même. Mais à quel métier ça te forme réellement ? C'est là la question. Ouais. Depuis tout petit, on te dit qu'est-ce que tu veux faire. Ah oui. Et on te trace un chemin à On partir le met de dans là. un moule. Mais en fait, t'évolues au fur et à mesure du temps. Quand j'étais petit, un coup je voulais être ingénieur, un coup je voulais, je sais pas moi, être menuisier, j'ai voulu être astronaute, j'ai voulu faire du commerce, j'ai voulu faire du marketing. Okay. Au final, l'astronaute, il est pas si loin. Mais au final, j'aurais tout fait. Ouais. Au final, je me rends compte qu'ingénieur, l'air de rien, j'y étais. Commercial, c'est fait. Marketing, ça en fait partie. Il n'y a que la compta que je voulais pas faire, mais que... Ouais, t'es obligé de faire. Faut faire des sacrifices. Hein. Ouais, c'est ça. Mais non, dans les conseils, vraiment, il faut s'écouter. Hein. Quand on a une idée, faut y aller. Ouais. Souvent, on va te dire non, quoi qu'il en soit, de toute façon. Enfin, on va te dire non. On va te dire c'est pas possible. Oui, on va dire un mais. Ouais. Il y a toujours quelqu'un qui va te dire ça. Sauf qu'il faut pas s'arrêter là. T'as plusieurs histoires d'entrepreneurs comme ça. Je crois que c'est les fondateurs de Airbnb. Il y a une histoire connue, je crois que c'est eux, je suis pas sûr. Où ils avaient rendez-vous avec un financier, un investisseur. Et c'est que l'un des cofondateurs qui peut y aller, les autres ils attendent en bas. Finalement, le gars il lui dit ça marchera jamais, c'est pas une bonne idée, enfin tout ça. Le gars il redescend et tous les, je sais plus combien il y a de cofondateurs, 3 ou 4 je crois, et donc il lui demande comment ça s'est passé, et il leur ment en fait. Il leur dit ça s'est très bien passé, l'idée lui plaît, c'est top, mais il peut pas investir parce qu'il est déjà engagé sur quelque chose, sur un projet dans le genre quoi. Et finalement il a eu raison. Il a pas écouté, il a continué. Et on voit, si c'est le cas d'Airbnb, mais par rapport, ça doit être le cas d'une grande marque quoi qu'il arrive. On voit ce que c'est devenu en fait. Donc ouais, même si tu reçois des fois des gens qui sont pas forcément d'accord et qui essayent un peu de te décourager, faut y aller. C'est ça.
faut y aller à fond et faut se faire confiance en fait, c'est important. Ça, exactement. Bah, t'as aussi l'histoire de Ferrari et Lamborghini, où le film est fabuleux d'ailleurs. Ouais, faut que je le regarde. Ouais. Où le gars il fabriquait des moteurs de tracteur, il veut donner un conseil à Ferrari qui l'envoie un peu chier. Il lui dit ok, bah, je vais vous montrer. Et il lui a montré. Et voilà. Ouais, c'est des histoires qui sont quand même qui sont inspirantes en fait un peu. Ouais, c'est ça. Bon ben, je pense qu'on a fait le tour, c'était super intéressant de parler un peu de ton parcours et de comment t'en es venu à créer ton entreprise en fait, même si tu n'y étais pas forcément destiné. C'est très intéressant. Et pour finir, j'aime bien te demander, est-ce que tu aurais un livre ou un podcast à conseiller, peut-être, ou un podcast ou un livre qui t'a inspiré? Ouais, bah déjà je conseille ton podcast. Ah ok, je l'ai pas obligé à dire ça. Mais non, franchement t'en as plusieurs qui sont, tu vois, je viens de dire non mais, et ça, il faut le proscrire. Ah oui. Ouais. Du coup, t'en as plusieurs qui sont pas mal. Sur Bordeaux, t'as Le Pompon. Ok. De Théo Robache. Je ne connais pas, mais je te conseille. Ouais, j'irai checker ça. Ouais. T'as Le Roller Coaster de Nelly Meunier. Ok, c'est de l'entrepreneuriat? Ouais. Okay. Nelly Meunier, elle a créé je sais pas combien de boîtes. Ok, intéressant. Elle était sur Bordeaux avant aussi. Franchement, elle sait de quoi elle parle. Okay. Et elle a fait son podcast justement en invitant des entrepreneurs. Sur façon roller coaster. Ah ouais, donc la Gironde, terre de champions. Hein. Ouais. C'est ça. Des livres, t'en as énormément. Même développement personnel, entrepreneuriat, t'en as plein. Mais toi, t'en as un ou pas qui t'a un peu plus marqué que les autres? Ouais. Celui d'Alexandre Alexandre Mars. Ok. J'ai plus le titre, c'est pas Pause, c'est celui d'avant, mais attends, je vais regarder. Je l'ai lu d'une traite. Ah ouais? Ouais. Et ça parle de quoi un petit peu? Justement du schéma entrepreneurial. Alors il y a La révolution du partage. Non. Ose, tout le monde. Ose, voilà, c'est ça. Ose, tout le monde peut devenir entrepreneur d'Alexandre Mars. Ouais. Ah oui, qui est très bien noté sur internet. Donc oui, c'est un livre qui t'a vraiment accompagné, qui t'a aidé. Ouais, je te dis, je l'ai lu d'une traite. Okay. Je le trouve plus, il faut que je le retrouve. Je l'ai prêté, je sais plus à qui. Oui, il est en train de créer son entreprise là. Mais ouais. Ok, super, intéressant. Après, si, il y a plein de choses. Si tu as... Alors, il est long. C'est les 7 piliers de Sir Edward Lawrence d'Arabie en fait. Et t'as notamment une phrase qui est longue aussi, qui est à retenir, que j'ai fait tatouer. Ah oui, carrément. Bon là vous voyez pas, mais c'est tatoué sur son bras. Ouais. C'est ceux qui rêvent la nuit dans les recoins poussiéreux de leurs esprits s'éveillent au jour pour se rendre compte que ce n'était que vanité. Mais les rêveurs diurnes sont des hommes dangereux, car ils peuvent jouer leurs rêves au grand jour pour les rendre possibles. Wow, on vous laisse sur ça. Ouais. vous avez 4 heures. Ok, c'est génial, et le fait que tu l'aies tatoué, c'est... Ouais, mais c'est parce puissant. qu'il y a une suite en fait à cette phrase. Juste après, il dit « je l'ai fait ». Ok, waouh. Ah, c'est... Ouais, et ça j'attends encore un peu. Oui. Bientôt. Ouais, j'espère. Ouais, on espère. En tout cas, merci pour cette discussion, c'est super intéressant. Moi, juste pour vous conseiller un livre, je vous dirais Shao Dog du créateur de Nike. Ouais. Je sais pas si tu l'as lu. Non, pas encore. Mais très intéressant parce que lui aussi, on lui lui disait que non, c'était pas assez bien, qu'il allait pas forcément réussir. On voit ce que c'est devenu, l'empire de Nike. Mais l'histoire est passionnante, l'histoire est très intéressante. En plus, là, quand à l'époque, c'était encore plus dur qu'aujourd'hui. T'avais pas, même Internet, c'est le début de Internet, c'était compliqué, c'était encore plus dur. En tout cas, moi, je vous le conseille.
Et ben voilà, ben écoute, merci Alexandre pour cette discussion, c'était très intéressant. On a pas mal galéré avec les micros avant, mais bon, c'était vraiment super. Merci d'être venu. Merci à toi. Et puis bah, on a hâte de tester la boîte à lunch. Et de toute façon, je vous tiendrai au courant sur mes réseaux sociaux quand est-ce qu'elle sortira. Et puis voilà. Ça marche. À bientôt alors. Bah allez, à bientôt. Merci encore.